Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le Club 1906 LCR, comité réduit, comité restreint ce soir pour parler de la qualification du Racing Club de Strasbourg pour les quarts de finale de la Ligue Conférence. Mais les meilleurs sont là. Malheur aux absents, comme on dit. Alors moi, je suis pas aussi doué que Dorian pour les intros, hein, les grandes phrases, c'est pas trop mon truc. J'aime bien aller droit au but, même si c'est pas trop le slogan du Racing Club de Strasbourg. Mais en tout cas, direction les quarts de finale avec Maxime Brenner à côté de moi. Salut Max. Salut John. Comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup. Un peu tremblé hier soir ? Un petit peu tremblé, quelques doutes quand même, derrière le téléviseur, comme on dit. Heureusement, c'est quand même passé, mais j'avoue que j'étais pas forcément serein tout le match. Je pense que personne n'était serein. Il y en a un qui a suivi la rencontre à mes côtés hier soir. Il n'était pas plus serein durant la rencontre. C'est Sébastien Roy. Salut Sab. Salut Jo. Tu vas bien ? Ça va, très bien. T'as un peu tremblé toi, effectivement ? Tremblé non, mais pas forcément confiant quand tu vois la configuration du match, notamment sur la deuxième mi-temps qui à un moment donné, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il y a quand même eu un temps fort pour les Croates. Et dans ce genre de match, tu n'es pas à l'abri de prendre le deuxième qui aurait pu t'emmener en prolongation. Ouais, effectivement, il y a pas mal de choses à dire quand même sur ce match, hein, même si le Racing Club de Strasbourg, qu'on rappelle, a fait un but partout hier soir au stade de la Méno face à Rijeka, qui avait fait 2-1 une semaine auparavant et qui donc se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue Conférence. Seb, je reste chez toi. Ce Racing, hier soir, a soufflé un peu le chaud et le froid, un peu plus le froid que d'habitude. D'ailleurs, il s'est rarement fait autant malmener qu'en seconde période depuis de nombreux mois. Oui, il y a eu un quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps un petit peu difficile. Mais après, je pense que sur l'ensemble des deux confrontations, la qualification est quand même logique. Faut pas oublier que le match aller doit être plié à la mi-temps. Et s'il y a 3-0 à la mi-temps au match aller, aujourd'hui, les gens font un petit peu moins la fine bouche. Moi, je pense qu'on sent quand même une équipe qui est émoussée. Et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Mais le gros point d'interrogation, ça va être sur la capacité à cette équipe-là de pouvoir se régénérer. Alors la trêve arrive à bon point pour l'ensemble de l'effectif, même s'il y en a quelques-uns qui vont être concernés pendant les matchs internationaux. Mais je pense que pour aborder cette dernière ligne droite, les joueurs vont avoir besoin de récupérer. Le Racing rentrait dans la rencontre avec un but d'avance par rapport au match aller, Max. Et finalement, très rapidement, le Racing se fait rejoindre. C'est le début de match un peu cauchemar qu'on ne voulait pas vivre à la Méno. Oui, début de match cauchemar, et justement on parlait du match aller, l'importance en fait de mettre ses buts justement, parce qu'on peut le regretter par la suite, ça aurait pu être vraiment préjudiciable. On s'est fait effectivement un petit peu peur, deuxième mi-temps on s'est fait un peu balloter. Là où j'étais surpris en fait, c'est vraiment cette première mi-temps, on a échangé un peu en off dans notre conversation, je pensais que limite c'était des consignes du coach en fait d'avoir un bloc si bas et de les attendre, de les laisser jouer, de leur laisser le ballon je trouve. Et soi-disant Gary O'Neill au stade essayer de faire remonter ce bloc. Donc pour moi, c'est effectivement plutôt une question physique parce que la motivation, elle est là. C'est impossible de ne pas être motivé. Mais des fois, quand on a moins les jambes, on subit plus. On est plus en fait spectateur qu'acteur. Heureusement, c'est passé, mais il faudra faire un autre gros match en quart de finale face à Mayence. Ouais. Quand on a un but d'avance, et je lui posais la question justement en conférence de presse après le match, quand on n'a qu'un seul but d'avance, que tu as un pied dans le tour suivant, mais qu'au final, tu es un peu dans la gestion, c'est un problème de n'avoir qu'un seul but d'avance, Seb ? Non, moi je ne pense pas qu'ils étaient dans la gestion. Je pense que c'est surtout une équipe qui est émoussée. Et on l'a vu sur l'entame du début de match, c'est jamais évident de se remettre en jambe 15 jours après. Il ne faut pas oublier que Rijeka, eux, avaient eu match ce week-end, mais il n'y avait que 2 joueurs qui ont joué, plus le gardien. Là où Strasbourg a pratiquement aligné de nouveau la même équipe. Donc forcément, il y a une différence de fraîcheur au début du match. Maintenant, moi je l'ai remarqué sur certaines phases de pressing où tu sentais qu'il y avait des distances un peu plus grandes qu'à l'accoutumée entre les lignes. Et ce qui a permis à Rijeka de pouvoir jouer parce que cette équipe-là, contrairement à peut-être ce que beaucoup de monde pensait, elle est quand même venue à la Méno avec la volonté de s'imposer. Ouais. Et elle a proposé des choses intéressantes dans le jeu, mais elle a pu le faire parce qu'au Racing, le bloc était un peu plus
Ouais, c'était un peu distendu, il y avait beaucoup d'espace, on a laissé beaucoup. Et d'ailleurs, le premier but, je reste chez toi, mais le premier but, il vient comme ça, parce qu'il y a des espaces énormes. Et derrière, c'est mal défendu de la part de plusieurs joueurs, et il n'y a personne à la ramasse. Enfin, on a accumulé tout ce qu'il ne fallait pas faire sur une occasion de but, on l'a fait. Ouais, c'est ça, il y a des milieux qui se projettent, la première projection qui n'est pas prise, après il y a El Mourabet qui se fait éliminer un peu trop facilement à mon goût sur l'entrée dans la surface. Moi, Bidélé, pareil, qui va pas assez proche pour empêcher de centrer. Et puis après, il y a leur bon joueur Frouk, qui a fait un match intéressant hier soir, souvent disponible entre les lignes, qui a posé pas mal de soucis, qui est à la finition. Mais pareil, pour moi, sur cette action-là, Barco ne défend pas forcément très bien non plus, parce qu'il doit être capable de venir le prendre. Voilà, maintenant, encore une fois, le jeu demande erreur et malheureusement, sur la première occasion, l'adversaire marque et ils se remettent complètement dans le match pour la qualification. C'est vrai que ce premier but, quand on a revu... Alors déjà, à vitesse réelle, on se dit qu'on est dans le dur parce que Bamidele loupe complètement un dégagement. Il est dans une position, en plus, il est dos au ballon et tout. Et derrière, tu laisses des espaces assez énormes pour vraiment permettre à cette équipe de Rijeka d'ouvrir le score. En fait, de confirmer leur bonne disposition de début de match. Honnêtement, le but, il est mérité. Après, on peut analyser plusieurs points, plusieurs facteurs. C'est toujours pareil, on le changera plus. Mais ce quart d'heure de grève, en fait, si on se met à la place un peu des équipes extérieures, si tu viens en fait dans une méno hostile, avec vraiment en mode compétition, avec beaucoup d'enjeux, avec une ferveur dès le départ, un peu une grosse pression, on donne pas forcément cette confiance à l'équipe adverse. Là, on se met à leur place. Le Racing un peu émoussé. Finalement, ils ont le ballon. Je pense qu'ils ont été agréablement surpris d'avoir le ballon. Et derrière, ils gagnent un peu confiance. Et petit à petit, en fait, ils rentrent dans ce match-là. Donc, le quart d'heure, on le changera plus. Mais je pense que ça nous dessert énormément. Pour Mayence, quart de finale, il y aura de nouveau, c'est sûr. Mais punaise, on se dit quart de finale, Conference League, les mecs, on les épaule pas assez. Après, toujours le débat, est-ce que le stade peut prendre le relais, mais c'est quand même surprenant, honnêtement. Mais surtout que hier soir, il y avait tout sauf une ambiance à ce qui paraît, de Coupe d'Europe. Hier soir, il n'y avait pas ça. Et sans rentrer dans le débat ou pointer du doigt les ultras à cause de cette grève, mais toi qui étais sur un banc de touche du stade de la Méno pendant de nombreuses années, cette absence d'ambiance, comment tu penses qu'elle impacte les joueurs de manière totalement objective là. Ouais, elle impacte forcément, puisqu'à un moment donné, quand tu as un peu moins de jambes, justement, tu as besoin de ce soutien pour te sublimer, entre guillemets. Et ça, tu l'as par la ferveur qui entoure le terrain, par la ferveur que te donnent les spectateurs. Et là, c'est vrai qu'on en discutait hier soir. Le premier quart d'heure, tu as l'impression de te retrouver 5 ans en arrière quand tu jouais à huis clos. S'il n'y a pas les supporters de Rijeka pendant un quart d'heure hier, tu joues un match à huis clos où il n'y a pas un bruit et tu entends les entraîneurs et les joueurs parler. Donc, pour moi, on en revient toujours au même, mais on l'a déjà dit la semaine dernière. Pour moi, c'est un problème quand même parce que cette équipe mérite ce qui lui arrive aujourd'hui. Elle joue quand même son 40e match hier soir officiel. Donc, tu peux comprendre que certains joueurs soient aussi émoussés parce qu'il n'y a pas eu énormément de turnover. Et justement, dans ces moments-là, tu as besoin que le public te soutienne pour aller chercher au plus profond de toi-même parfois des efforts qui sont un peu plus durs. Et justement, toi qui étais dans un vestiaire, est-ce que tu penses justement que les coachs adverses, ils insistent là-dessus dans leur causerie d'avant-match, comme quoi le Racing peut être un peu plus fébrile le premier quart d'heure de jeu, peut-être là où il faut les chercher un petit peu plus haut, les mettre en difficulté, ou un coach n'aborde pas forcément ça à ce niveau? Si, ça peut être un élément de réflexion de l'entraîneur adverse, puisque à un moment donné, on savait que venir jouer à la Méno, c'était pas facile, et il y avait le contre-exemple qui était de dire attention, il va falloir passer le premier quart d'heure. C'est pareil quand tu vas à Marseille, quand tu vas à Lens, tout ça, tu te dis attention au début de match, il faut qu'on arrive à passer les 10-15 premières minutes pour que derrière on prenne un petit peu d'oxygène. Et là, c'est tout l'effet inverse, parce que en plus de ça, comme je disais, Rijeka avait mis tous ses joueurs au repos pratiquement le week-end d'avant. Donc eux étaient frais et ils ont pu faire la démarche inverse en disant pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va être capable de pouvoir peut-être aller agresser Strasbourg, qui aura un peu moins de fraîcheur que nous. Mais tu soulignes quelque chose d'important, on en a parlé avant le début de l'émission. Le Racing a disputé son 40e match officiel cette saison. L'année dernière, est-ce que vous savez combien de matchs officiels le Racing a disputé sur toute la saison? Sur toute la saison... 45, 46 ? Beaucoup moins. Oh. Ah oui. 37. 37 matchs, parce qu'aujourd'hui, déjà, la Ligue 1 est passée à 18 clubs, donc ça fait que 34, et puis 38 comme à l'époque, et tu joues 3 matchs de Coupe de France.
3 matchs de Coupe de France. Donc finalement, la saison dernière, le Racing a disputé 37 matchs. Cette année, on a déjà disputé 40. C'est énorme. Et on a calculé combien. Sans compter les matchs internationaux. Il pourrait en rester encore 14, là, potentiellement. Ouais. C'est énorme. Parce qu'on parle de fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue mentale, on ne va pas se le cacher. Sur la Conference League, effectivement, les mecs sont motivés. Demi-finale Coupe de France, automatiquement, ça revient. Voilà, sans faire injure à certaines équipes en Ligue 1, mais je pense automatiquement, des fois, il y a un peu moins cette motivation. Je pense. C'est humain par rapport à ça. Ça peut, alors, on en a parlé aussi hier avec le coach. On lui parlait de l'état physique des joueurs. Il a dit il n'y a pas que ça. Parce que je lui ai dit, mais en fait, vous allez avoir la trêve internationale, mais il y a des joueurs qui vont partir. Donc finalement, les joueurs vont venir aussi épuisés. Et il a dit oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de s'aérer l'esprit, le fait de ne pas être dans le train-train habituel. Et puis on rappelle quand même qu'accessoirement, depuis le début janvier, il s'est passé beaucoup de choses à la Méno. On parle du départ de Rosenior, notamment, qui a un peu secoué la sphère Racing Club de Strasbourg. De nombreux joueurs sont partis. Parce que hier aussi, on a fait l'étalage. On s'en rend pas compte, mais on a près d'une dizaine de joueurs qui sont partis cet hiver. Donc, mais l'aspect mental, c'est dû à quoi, selon toi, Seb ? L'aspect mental, forcément, tu as besoin à un moment donné de récupérer un peu de fraîcheur parce que quand tu joues tous les 3 jours, il n'y a pas que le match en soi à gérer. Il y a tout ce qui touche au déplacement, il y a tout ce qui touche. En fait, tu vis en vase clos pendant pratiquement 3 semaines ou 1 mois, suivant les cycles qu'ils ont eus, à enchaîner des matchs tous les 3-4 jours. Donc, c'est ça qui est dur psychologiquement parce que tu enchaînes les voyages, tu enchaînes les entraînements, tu enchaînes les matchs à domicile, mais tu enchaînes les mises au vert aussi. Et à un moment donné, psychologiquement, c'est pas forcément évident aussi pour te donner de la fraîcheur mentale. Et puis mentale. C'est des jeunes joueurs qui n'ont pas l'expérience de ça. Justement, hormis Ben Chilwell, qui était absent hier soir, on reviendra dessus, mais voilà, c'est des gamins, quoi. Oui, et c'est ça qui est difficile à gérer parce qu'il faut être bon tous les 3 ou 4 jours. Et malheureusement, ça reste même si ça reste des sportifs de haut niveau, on le voit sur les plus grands clubs. Tu peux pas être en forme tous les 3-4 jours. Donc voilà, c'est un nouvel aspect à gérer pour ces joueurs-là. En même temps, si ils ont le potentiel que le Racing a détecté, ils doivent être capables de pouvoir répéter ce genre de saison, puisque c'est des joueurs de haut niveau. Donc ils aspirent tous à jouer la Champions League et jouer ce genre de compétition. Donc leur carrière va être faite de ce genre d'enchaînement, mais c'est pas facile. On est un peu parti pêle-mêle, vas-y Max. Par rapport à ça, je pense des fois que le club pourrait, c'est peut-être à l'étude aussi, des fois partir un peu en mini-stage ailleurs, pays un peu plus exotiques et s'aérer l'esprit. Je pense que ça peut être une piste que le club peut avoir sur cette dernière ligne droite, à mon avis. Toi, vous avez vécu, sachant que le fait club des a un peu stages. les moyens. Moi, j'aurais plutôt la tendance à passer l'inverse. Ah oui. Puisque justement, ce qu'ont besoin les joueurs en ce moment, ressourcer avec leur famille. C'est de reprendre un peu de fraîcheur mentale. Et la fraîcheur mentale, tu la récupères quand tu coupes, quand tu n'es pas au stade ou quand tu ne vois pas tes coéquipiers H24. Et je pense que l'aspect psychologique est important. Et justement, de lâcher prise, ça peut aider à te ressourcer plus rapidement. Plus coupé net alors. Mais on va revenir sur cet aspect-là dans quelques minutes. On reste d'abord encore sur le match d'hier soir. Aussi, le Racing s'est rendu la tâche difficile non seulement par son but, mais par son manque d'efficacité. On a eu des occasions, on a eu des situations et on ne marque pas. Oui, on ne marque pas, mais avant d'avoir ces occasions, je trouve qu'on avait un déchet en fait énorme, qu'on n'avait pas forcément connu dans les autres matchs. Des contrôles, des passes. Contre Serre, on l'avait déjà eu. Ouais, il y avait déjà un peu une tendance, mais là j'étais assez surpris du manque d'enchaînement et cette justesse technique qu'on avait habituellement et qu'on avait beaucoup moins en fait sur cette phase-là. Notamment le jeune Jézim Yassine qui a eu un peu plus de difficultés sur certains moments. J'ai trouvé très pauvre aussi l'apport de nos latéraux. Alors, c'est des postes par défaut, mais Osberg, Ouattara, je les ai sentis un petit peu en difficulté. Ce ne sont pas les plus techniques non plus de l'équipe. Je vous ai trouvé moins juste. Avec du recul, je pense qu'on a évité la catastrophe de le fait de se faire éliminer comme ça dans les derniers instants peut-être. Mais il faudra qu'on soit effectivement beaucoup plus juste. Panicelli qui a eu beaucoup moins de ballons aussi. Et depuis un certain moment, quand même, au niveau des matchs, il est beaucoup moins pourvu. Les ballons de Moreira ou autres manquent énormément. Le punch de Moreira, quand il gagne des mètres avec son pressing aussi, il défend toujours en avançant. Il y a certains joueurs qui nous manquent, c'est indéniable. Ouais. Justement, ce manque de justesse, ce manque de relance propre, finalement, pour moi, je l'ai noté, c'est parce qu'on a l'habitude d'avoir un Racing qui repart sur les côtés. Et là, c'était plus difficile avec des joueurs qui ne sont pas des arrières latéraux. Oui, et puis on en revient à cette histoire de fatigue, mais je pense que c'est quand tu es
un peu moins en état physique, forcément, tu manques aussi de justesse, tu manques de spontanéité, que ce soit dans tes choix, que ce soit dans ta réalisation technique. Et je pense que c'est toute cette accumulation-là qui fait que hier, tu fais un match moyen, on va dire, mais à l'arrivée, tu te qualifies quand même. Maintenant, comme tu disais, il ne faut pas oublier qu'hier soir, tu joues quand même sans Ben Chilwell, tu joues sans Guela Doué, qui sont des spécialistes du poste, et qui t'amènent en plus de ça, de la maturité, parce que c'est quand même des joueurs, Ben Chilwell d'expérience, mais... Même Guela dégage une certaine expérience. Même malgré son jeune âge, il t'amène quand même de la maturité et de l'expérience. Et après, tu en revenais, Maxime, il te manque quand même Moreira aussi devant, il te manque Emega. C'est voilà, si tu rajoutes ces joueurs-là, ça te donne quand même une autre dynamique à l'équipe. Après, c'est vrai que tu as perdu Sarr aussi, on en discutait hier soir au match. Tu perds Sarr, qui pour moi était l'un des meilleurs défenseurs centraux du championnat de France. Donc forcément, tu t'affaiblis. Maintenant, dans ta rotation, en tout cas, tu perds un joueur qui faisait preuve d'une facilité technique pour te sortir les ballons, mais qui avait aussi une maîtrise émotionnelle, je trouve, pour son très jeune âge. Tu vois, jamais, il s'affolait jamais derrière, même en difficulté. Quand tu le vois faire la finale de la CAN qu'il est capable de faire, alors qu'il remplace Koulibaly, qui est un monument au Sénégal, voilà, il rentre dans cette finale sans pression et puis il fait un match pratiquement parfait. Donc voilà, Si vous deviez souligner un peu les top flops, alors quand je parle de top flops, je ne parle pas d'un point de vue individuel, je parle plutôt sur la rencontre. Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a déplu, Maxime ? Là, spontanément, ce qui m'a déplu sont les sifflets sur Enciso. Voilà, par rapport à ça, peut-être on va y revenir un petit peu après. Non, mais tu peux t'exprimer. Pourquoi ça te chagrine c'est quand même difficile. Alors pour moi, c'est un joueur vraiment qui est atypique, qui a un profil différent dans l'équipe. Il prend beaucoup de risques, ce qui fait que il arrive à créer des situations, des décalages, souvent qu'il arrive à éliminer son vis-à-vis. Par moments, il n'est pas assez lucide, notamment hier, je trouvais exagéré sur les frappes à la fin. Mais de là à le siffler, c'est compliqué. Après, j'ai ma petite idée sur ça. Je pense que la sortie avec Panicelli au niveau des pénaltys, Panicelli, voilà, c'est l'un des chouchous de la Méno. Je pense que les gens l'ont encore en tête et honnêtement, ils sont un petit peu plus durs avec lui. C'est un petit peu lié et on lui pardonne un petit peu moins. Mais des joueurs comme ça, il faut continuer à les encourager. Quand il est sorti, voilà, notamment à la télévision, ils l'ont montré. Il a eu un geste aussi par rapport au public. Il était très surpris de ces sifflets-là. Mais voilà, je trouve qu'on est dur quand même par moment. On est qualifié en quart de finale Conference League, on est en demi-finale de Coupe de France. Voilà, on est dans le top 10 au niveau du championnat. On a cité tous les départs qu'on a eu à la trêve, en plus des joueurs, aussi le coach. Et on arrive à être un stade où on n'était jamais. Il y a souvent quelque chose qui circule, qu'on est les seuls à être encore dans ces compétitions-là, qualifiés et en course. C'est bien qu'on soit exigeant, on l'a toujours été, mais des fois, c'est quand même, faut prendre un peu de recul sur ça. Si on va en demi-finale ou en finale, je nous le souhaite, on se souviendra plus de ce match-là. Donc, faut être derrière les joueurs. Mais justement, dites-nous si vous étiez au stade hier, si vous avez sifflé Enciso, et expliquez-nous pourquoi vous ne l'avez pas sifflé, si tel est le cas aussi. Parce que moi, je donnerai mon avis après que tu te sois exprimé, Seb, mais je veux dire, c'est vrai que ces sifflets à sa sortie est-ce qu'ils sont surprenants ou est-ce qu'ils sont logiques finalement par rapport à son match-là ? Alors c'est vrai qu'il n'a pas tout bien fait hier soir, mais ce que tu ne peux pas lui enlever, c'est que c'est un joueur de caractère. Et pour le haut niveau, tu as besoin de caractère si tu veux passer le cap. Et voilà, donc parfois, tu peux avoir des excès. On l'a vu hier soir sur 2 ou 3 phases de jeu où il est un peu trop individualiste à mon goût et il a un meilleur choix à faire. Maintenant, en même temps, c'est ce genre de joueur qui te fait gagner les matchs. Donc, tu ne peux pas être d'un côté négatif parce que sur un match ou sur quelques matchs, il fait des mauvais choix et l'encenser quand il fait l'exploit ou qu'il te sort de la panade ce match-là. Maintenant, c'est aussi à lui de montrer sur certaines phases un peu plus de lucidité. Mais encore une fois, il te faut du caractère pour réussir. Et lui, ça prouve qu'il en a. Après, il y a aussi moi, je trouve qu'à la sortie, peut-être que les gens ne l'ont pas vu, mais le geste de Barco, voilà, qui se retourne vers les supporters en leur demandant d'arrêter de siffler et d'applaudir. Donc voilà, ce qui prouve qu'il y a quand même une solidarité
au sein de cette équipe-là, et ça, c'est important. Et puis c'est les Sud-Américains, caractère très chaud, donc forcément ils sont toujours un peu dans l'exagération. Hier, en tout cas, ça a affecté un peu tout le monde au sein du sportif, puisque même Gary O'Neill est revenu là-dessus et il a demandé à ce que le public, les supporters encouragent les joueurs plutôt que les sifflent aujourd'hui, parce qu'ils en ont besoin, parce que comme on l'a dit, physiquement ils sont émoussés, parce que mentalement ils ont besoin d'une coupure. Et moi, là où je peux entendre que les supporters sifflent, c'est quand le choix sur le coup il est mal fait. Quand il doit donner le ballon, qu'il n'est pas fait, qu'il soit sifflé, en fait, tu vas plus siffler le fait qu'il ne fasse pas le bon geste que le joueur en lui-même. Par contre, c'est au moment où il sort, en fait, où je trouve ça dommageable, parce qu'au moment où il sort, le Racing est quart de finaliste en Ligue Conférence, et c'est là où moi je comprends un petit peu moins. Mais je veux dire, sur l'instant T, tu dois donner à droite 2-3 fois, il le fait pas. Je peux comprendre que ça puisse agacer les supporters du Racing Club. Mais encore une fois, je suis quasi persuadé, il n'y a pas l'épisode avec Panicelli du penalty. Ah, je suis pas sûr. Ah, je pense pas que les hier, gens il était sifflent dans quand les... même Non, mais hier, il a rendu fou. Il a rendu fou. Moi, il m'a oui, rendu c'est fou sûr, hier. c'est sûr. Mais par contre, au moment où il sort, je Oui. sifflerai. Ouais, tu vois, oui, c'est dur. Enfin, on fait tu l'as souligné, on fait quand même une saison assez extraordinaire. Mm. Alors oui, tout n'est pas parfait. Oui, cette équipe, hier, on aurait aimé qu'elle roule sur Rijeka. Mais Gary O'Neill a dit quelque chose de très juste lorsque je lui ai posé la question. C'est, dans sa carrière, il a joué 600 matchs en tant que joueur, il a coaché une centaine de matchs. Il a dit, je peux les compter sur les doigts d'une main, les matchs faciles. Seb, c'est la vérité, finalement. Non, c'est la vérité. Il y a pas de... Tu peux te rendre un match facile, Ouais. mais quand tu l'abordes, il n'y a pas de match facile. Et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe avec le PSG. Tout le monde pense qu'ils pourraient rouler sur la Ligue 1, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, même si je pense qu'ils vont quand même aller au bout. Ils ont eu des matchs compliqués en Champions League aussi. Alors là, ils ont roulé sur Rosenior, là, pour le coup. sur Chelsea, oui. Mais voilà. Non, mais c'est vrai que depuis le début de la saison, ça a été toujours dans la difficulté. Même à la Méno, ça a été dans la difficulté. Mais encore une fois, parce qu'il faut prendre en considération que c'est des joueurs qui ont fait une saison à rallonge l'année dernière. Ils ont eu pas mal de pépins aussi sur le début de saison. Ils ont des joueurs qui ne sont pas forcément au même niveau physique tous en même temps. Et ce qui fait que collectivement, ils sont moins performants que l'année dernière. Alors là, ils ont été très performants sur les 2 matchs de Champions League. J'espère qu'à l'image de l'année dernière, c'est leur saison qui est lancée et qu'ils vont pouvoir aller au bout. Sur les points positifs, Max. Les points positifs, la rentrée de Nanasi, ça fait partie d'un ensemble, mais on le voit qu'effectivement, il faut encore plus un vent de fraîcheur qu'habituellement. J'étais surpris qu'il sorte Godot. J'aurais pensé qu'il allait plutôt sortir le jeune Jésim Yassine, mais voilà, il a sorti Godot et ça a été payant derrière. J'ai apprécié effectivement son entrée donc à Nanasi. En point positif encore... Penders. Oui, Penders qui assure toujours. Oui, non, bien sûr, il est toujours concentré, toujours dans le match. La combativité à nouveau de Panicelli, ça changera plus, mais j'ai une image en tête quand il va au duel sur un des centres, je crois, de Osberg. Il va au duel avec le défenseur, le ballon monte un petit peu, il est complètement allongé, il voit qu'il peut encore la jouer alors que le gardien va là. Il se relève encore juste pour le duel, alors que le gardien allait la prendre dans les mains. Enfin, c'est cette mentalité, cette grinta que j'adore. Mais ça serait pour moi... Ouais, un petit peu les seuls points positifs, excepté la qualification qui est le plus important. Ouais. Point positif, c'est le résultat. Je pense qu'il ne faut pas l'occulter parce que le plus important, c'est de passer. Et ça, les gens ne doivent pas l'oublier parce que tu ne pourras pas être flamboyant 40 ou 45 matchs dans l'année. Mais en même temps, si tu veux aller au bout des compétitions, il faut que tu sois capable de gagner ce genre de match. Et c'est ce qui a été fait hier. Donc cette solidarité dans cette équipe-là, même dans les moments difficiles, elle a quand même... dégager une certaine solidarité et une certaine confiance en elle, déjà pour revenir au score, et puis pour tenir le score. Après, individuellement, oui, forcément, la rentrée de Nanasi, qui, je trouve, a fait du bien. Tu as apporté un petit peu de fraîcheur, mais surtout, tu as apporté un joueur un petit peu d'interligne aussi. Et pour moi, le choix, c'est ce que je te disais hier, Joe, en direct. Pour moi, c'était Godot qui allait sortir, puisque il était plus utilisé à l'intérieur du jeu, parce que c'est Ouattara qui leur donnait la largeur à gauche. Et je pense que Nanasi était plus apte dans ce rôle. Et Jésim Yassine faisait encore un peu la différence dans le jeu. Il a eu une période plus difficile. Un quart d'heure un peu plus difficile et discret en début de deuxième mi-temps. Voilà, après, je trouve que sur le match, notamment en première mi-temps, il t'a quand même amené des déséquilibres, même s'il n'a pas tout réussi. Mais voilà, il a quand même eu une activité, il a provoqué, il t'a amené des choses. Voilà, après, c'est ce que je pense qu'il va falloir qu'il
qui s'affirme un petit peu plus dans le dernier tiers, parce qu'il y a une ou deux situations où hier, il doit être un peu plus égoïste et il doit finir. Oui, c'est vrai. Hein. Voilà. Mais c'est la marche qui lui reste encore à franchir. Mais voilà, on parlait de Enciso tout à l'heure. Donc, j'allais dire, t'en as un qui donnait pas trop et l'autre pas assez. On parlait de Enciso hier, voilà, et il va devoir s'en inspirer, parce qu'à un moment donné, on lui demande d'avoir des stats, et des stats, ça va être ça. Ça va être que quand il est en bonne position, il ne va pas devoir faire la passe, il va devoir finir lui-même. Hier soir, c'est vrai qu'on avait la sensation que c'était une qualification un peu inachevée, que beaucoup de supporters étaient un peu sur la réserve par rapport à ce que l'équipe avait montré. Moi, dans les points positifs, je veux quand même souligner l'entrée de Max Oyedele. Hein. J'allais rajouter, ouais. Intéressant. Je pense qu'on peut le rajouter dans la rotation. Ouais, et je pense que clairement, il a envoyé un message fort, et Gary O'Neill nous l'a souligné. C'est un joueur qui va prendre de plus en plus de temps de jeu. Il a parlé de Sébastien Nanassi, de son entrée. Il l'a déjà annoncé. Il a dit qu'il sera titulaire dimanche à Nantes. Donc voilà, c'est dans la communication. Tout comme il avait annoncé que Panicelli serait titulaire avant le match. Donc en fait, Gary O'Neill a une perception de son turnover ultra limitée parce que l'effectif ne le permet pas. Aujourd'hui, il a souligné la différence avec Rijeka qui a pu faire tourner lors du dernier match. Strasbourg ne peut pas se le permettre aujourd'hui parce qu'on n'a pas l'effectif pour. On a cité les joueurs qui ont marqué des points. Il y en a un pour moi qui en a vraiment perdu. Ça faisait quelques temps qu'on ne l'avait pas vu. Mais la rentrée de Raphaël Luis au milieu de terrain. Mais en fait, il m'a fait de la peine. C'est même pas j'étais déçu de sa rentrée, il m'a fait de la peine. Mais c'est compliqué quand même. Hein. Alors, il n'enchaîne pas les matchs, je suis entièrement d'accord, mais on l'a compliqué. senti emprunté. Et au niveau des passes, certaines passes en arrière. Surtout une à mon avis. Oui, et juste avant, il enchaîne un petit peu les passes approximatives. Les joueurs arrivent à la récupérer. Mais là, je l'ai senti emprunté. Parce qu'en plus, pour revenir récupérer le ballon, il n'a vraiment pas réussi. Donc, oui, il m'a fait un petit peu de peine. Je ne suis pas sûr qu'il va nouveau rentrer dans cette rotation. Mais justement, Oyedele, pour moi, il est passé devant lui à présent. Ouais, Oyedele a fait une bonne rentrée, je trouve, hier. Il a remplacé Samir El-Mourabet, qui, j'ai trouvé, sur son match, était un peu plus discret qu'à l'habitude. C'est ça. Voilà, il a eu un petit peu moins d'activité. Il a été un peu moins juste techniquement, ce qui est normalement sa qualité première. Même s'il est à l'origine du but, parce que c'est lui qui récupère le ballon et qui joue en une touche en pointu. Et à l'arrivée, il fait le décalage pour Nanassi. Mais oui, Oyedele a fait une rentrée, on va dire, plutôt convaincante. Après, il aura la solution de pouvoir faire remonter Ouattara aussi, avec l'apport de Chiwell et de Doué. Et en parlant de fraîcheur physique, c'est la première fois que je voyais Ouattara un peu emprunté sur la fin, parce que l'une de ses qualités premières, c'est vraiment l'endurance, le cardio, enchaîner les courses, même s'il prend un peu moins de risques dans son jeu, mais il a toujours ce volume de course. Et c'est la première fois où je l'ai senti plus emprunté. Alors, il était dans un couloir, il a fait pas mal d'efforts, mais je trouve que ça représentait un peu la fraîcheur physique de l'équipe en ce moment, Ouattara. Ouais. Mais sur le but, je me souviens encore, et il fait une course de 60 mètres pratiquement sur le but de Nanassi, parce que c'est Ouattara qui vient percer sa course, qui libère un espace aussi. Donc, il va droit vers le but. Il a quand même, à la 71e, il est quand même capable de faire cette course-là. Non, mais clairement, c'est à souligner, vous avez raison. Messieurs, vous êtes dans le club 1906 LCR. On va faire une petite pause avec notre ami Elliot et Ingé qui va envoyer. Allez, à tout de suite. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'une minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique, l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise,
vos documents ont de l'avenir. Et vous êtes de retour dans le Club 1906 LCR. Allez, on prend quelques secondes pour liker et partager l'émission. On compte sur vous. On est quasiment aux 100 000 sur Direct Racing. Donc on a besoin de vous pour franchir la barre des 100 000 followers juste sur Facebook. On est à plus de 200 000 au total. Donc voilà, encore un petit effort. Invitez vos amis, vos parents, vos enfants, si vous en avez. Voilà, tout le monde, peu importe, tout le monde, même les gens que vous ne connaissez pas. On revient sur l'émission, on revient sur ce troisième sujet. Une double confrontation accrochée, messieurs. Est-ce que finalement, alors qu'on ne s'y attendait pas du tout, le Racing a affronté son meilleur adversaire de la saison en Coupe d'Europe ? Oui, on pourrait le dire. Alors c'est toujours pareil par rapport à ce match retour. Le match aller, on était au final plutôt confiant et c'est qu'une formalité. Ce match à la Méno, preuve en est que pas du tout. Mais en termes du moins de jeu, j'ai trouvé effectivement cette équipe peut-être la plus intéressante. Ils avaient vraiment des joueurs, notamment le 10, le gaucher Frouk. Également l'autre milieu de terrain, le récupérateur, le 6 que j'ai trouvé intéressant. Derrière, on en parlait aussi en début d'émission, il y en a un qui me faisait aussi un petit peu de peine, c'est le défenseur central, le grand longiligne, le gaucher. Si on le laisse un peu jouer, il avait quand même une qualité de relance, mais sinon assez emprunté aussi. Mais en global, ouais, certainement la meilleure équipe qu'on a affrontée. Mais je pense qu'avec Mayence, là, on bascule dans un autre monde. Je pense. As-tu été surpris par cette équipe de Rijeka sur les deux rencontres finalement, Seb ? Surpris, oui et non. Après, s'ils en sont arrivés là, c'est qu'ils ont de la qualité. Maintenant, c'est ce qu'on disait un petit peu avant. Moi, je trouve que quand tu affrontes des pays comme ça, l'avantage de ces pays-là, c'est qu'ils ont souvent plus de fraîcheur que les grosses nations, puisqu'ils se permettent de pouvoir faire tourner 80 ou 90% de leur équipe, parce qu'en France ou en Angleterre, tu ne peux pas te permettre si tu veux rester compétitif le week-end. Donc voilà, la différence de fraîcheur te nivelle un petit peu les valeurs. Maintenant, on en revient à ce match aller. Si tu es efficace au match aller, la confrontation, elle est finie à la mi-temps. Ouais. Maintenant, le fait de ne pas être efficace, voilà, tu les laisses dans le match, tu reviens à 2-1, tu peux même faire 2-2 à l'aller. Et eux, forcément, en perdant que 2-1 à l'aller, ils jouent leur va-tout sur le retour. Et toi, tu as la maîtrise en première mi-temps, mais sans être vraiment dangereux. Et puis eux, sur la première occasion, ils marquent. Donc c'est le scénario rêvé pour eux, pour les remettre dans le match. Maintenant, de dire que c'est le meilleur adversaire que tu as affronté, je ne pense pas. En Coupe d'Europe, je parle, pour le moment. En Coupe d'Europe, je pense que Crystal Palace, à la Méno, était quand même une équipe plus solide. Voilà, alors c'est un match que tu avais su renverser, mais de mémoire, ils ont une balle de 2-0 plutôt. Oui, sur la transversale, de mémoire. Hein. Incroyable, qui rate même en première mi-temps, Wissa, ou Bender, c'est plus dans le but, il tire sur le poteau. Voilà, ils ont plusieurs occasions de faire 2-0. Et ils ne les concrétisent pas, et à l'arrivée, tu arrives à retourner le match. Mais je pense que Crystal Palace, c'est quand même une équipe qui est mieux armée que Rijeka hier soir. Ouais, sur le long terme, oui, mais c'est vrai que je ne l'avais pas trouvé forcément très impressionnant à la Méno. Je l'ai trouvé quand même assez en difficulté, Crystal Palace, mais en parlant justement de ces confrontations aller-retour, au final, on voit aussi l'importance d'avoir fini premier, parce que sincèrement, si on fait le match retour à Rijeka, ça peut être différent. Là, le fait chaque fois de recevoir au match retour, c'est vraiment pour moi un point indéniable pour faire un parcours et d'aller au bout. Je trouve plus. En fait, je trouve cette Méno un peu éteinte actuellement. Ça, je suis d'accord. Je trouve qu'elle apporte pas ce qu'elle nous a apporté ces dernières saisons. Vraiment, je le dis comme je le pense. Je suis pas en train et c'est surtout pas interprété. Je ne jette pas la faute sur les ultras ou sur le reste du stade. Je trouve que c'est une osmose dans son entièreté finalement qui fait défaut aujourd'hui, et je trouve qu'il n'y a plus cette union autour de ce Racing Club de Strasbourg, et qu'au final on est un peu comme si les gens ne profitaient pas de la Ligue Conférence notamment, et voilà, c'est peut-être une compétition qui attire pas. On a vu hier, on parlait en off pendant la pause de l'affluence, on était entre 26 et 27 000, c'est la plus faible affluence de la saison. Alors on rappelle quand même qu'à 26-27 000, avant le stade capacité max était 25 500, donc on est au-delà quand même, c'est à relativiser, mais je trouve qu'il n'y a plus cette union sacrée autour du Racing, et je ne sais pas si cette Méno, elle est considérée comme un 12e homme. Après, on menait, match aller, on a mené 2-1, on n'est pas dans la configuration, le Racing doit revenir au score, peut-être que ça aurait un autre impact sur le public. Je ne sais pas comment tu vois les choses, Seb. Non, c'est vrai que depuis le début de saison, tu ne trouves pas la ferveur que tu avais l'habitude à la Méno et ces dernières années, et ce qui a longtemps fait ta force. Maintenant, voilà, le contexte, on le connaît, on ne va pas y revenir pendant 10 ans dessus. Voilà. Maintenant, je trouve que c'est encore une fois, c'est dommage, et pour
pour l'équipe et pour le club et pour tout le monde. Parce que quand tu venais jouer à la Méno, tu savais que tu allais souffrir parce que ça dégageait quelque chose. Il y avait une atmosphère particulière. Et ce qu'aujourd'hui, tu ne retrouves pas. Et je ne pense pas que c'est la configuration du stade qui fait ça. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas cette unité autour du club et autour de l'équipe. Après, peut-être que tu as raison, Maxence, sur les matchs face à Mayence, peut-être qu'il y aura plus d'attrait. La demi-finale de la Coupe de France, peut-être que les gens vont se rendre compte qu'on est à la porte quand même de quelque chose d'exceptionnel. La dernière fois qu'on a gagné une Coupe de France, c'était en 2001. On est tombé en Ligue 2 à ce moment-là. Là, on ne va pas tomber en Ligue 2. Enfin, j'ai envie de dire, il y a juste à kiffer finalement cette saison. C'est toujours pareil, quand c'est positif, ça attire plus de monde. Donc là, ça commence à être intéressant. Quart de finale, Conférence League, demi-finale, Coupe de France. Mais je pense vraiment qu'il y aura une grosse ambiance pour ce match retour contre Mayence. Pour moi, la meilleure ambiance, c'était justement contre Crystal Palace. J'avais trouvé vraiment que la Méno était vibrée, était en feu. On sentait que ça fait longtemps qu'on espérait ce type de soirée. Mais encore une fois, je pense qu'à partir de ce quart de finale, alors c'est triste ou pas triste parce qu'on doit suivre dès le départ, mais forcément, ça va attirer plus de monde et je pense que ça serait une Méno en feu à mon avis. Selon le résultat, bien sûr, mais s'il y a c'est encore ce suspense sur le match retour, si on a bien abordé le match aller, je pense que ça va être intéressant. Sans s'étaler trop, on a un commentaire de Steven Muller qui, pour moi, résume parfaitement la situation et qui dit la grève, c'est une chose, l'ambiance globale sur la saison est décevante. Émotionnellement, les supporters ne sont plus connectés à l'équipe. Et là où moi je trouve ça dommage, c'est que on sent pas une équipe qui a un désamour pour le public, tu vois. On les voit haranguer et tout le monde. Donc finalement, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi cette équipe, pourquoi ce public n'adhère pas plus à l'équipe finalement. Je ne sais pas si vous avez un élément de réponse. Après, c'est un vaste débat. On ne va pas s'étaler trop longtemps là-dessus. Mais, bonne question. Si on l'aborde, effectivement, peut-être par rapport à la communication ou autre, les joueurs s'expriment peut-être un petit peu moins. S'ils s'expriment, il y a toujours un peu cette traduction aussi. Je ne sais pas, ça fait peut-être moins cet effet spontané. Encore une fois, je reviens à Enciso. S'il explique un peu ce penalty gate, et il s'excuse derrière. Enfin, c'est tout un art, la communication. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. C'est peut-être plus maîtrisé. On se professionnalise encore plus. Voilà, les danses qu'on faisait tout le temps en début de saison, il y a peut-être eu aussi un holà par rapport à ça et quelques consignes qui ont été données en interne. Mais c'est des choses des fois où on prend un peu plus à cœur, on se sent un peu plus proche des joueurs. On a aussi tous grandi. Quand je vois les plus jeunes, 10, 15 ans, honnêtement, ils ont quand même les yeux qui brillent à chaque fois dès qu'ils voient les joueurs. Ils ont les petites pancartes pour essayer de récupérer les maillots. C'est peut-être plus nous, on a moins cette âme d'enfant qu'on avait peut-être avant pour vibrer pour ces joueurs-là. Encore réagir, on change de sujet. Non, c'est bon. Allez, juste un point quand même, parce qu'on parle des difficultés du Racing Club de Strasbourg de s'imposer face à Rijeka au stade de la Méno. Hier soir, forcément, on a suivi tout ce qui se faisait ailleurs sur les pelouses en Europe. On en a vu des favoris qui étaient en très grande difficulté. Je pense notamment à Crystal Palace qui a dû aller en prolongation, qui s'est imposé aux prolongations face à Athènes. Non, c'était pas Athènes, j'ai plus l'adversaire, mais bon, la Fiorentina, pareil, qui est en difficulté, qui doit attendre la 68e pour se libérer, un peu comme la Méno finalement, qui va égaliser un partout. Après, ils remettent un but dans les arrêts de jeu, mais ça a été très difficile. Mayence, tenu en échec au match aller 0-0 et qui gagne 2-0 au retour. C'est facile pour personne, Seb, là. Non, mais c'est ce qu'on disait, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il n'y a pas de match facile et quelle que soit l'équipe que tu vas affronter, si elle est là, déjà c'est qu'elle le mérite et qu'elle a tout fait, elle a fait le nécessaire pour y être. Et puis, un match de football n'est jamais facile. Tu peux te le rendre facile, voilà, mais quand tu démarres le match, il n'est pas facile. C'est l'un des seuls sports où un petit poussé peut faire... Quand il y a 3 ou 4 divisions d'écart, tu prends un club de basket avec 4 divisions d'écart et ça n'arrivera jamais que le... En hockey sur glace, pareil. Et dans le football, un club de CFA peut battre une équipe de Ligue 1. Donc, voilà, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport-là. Et c'est ce qui rend les matchs compliqués pour tout le monde. Tu as un peu suivi les autres résultats aussi. Est-ce que tu t'es fait la même réflexion de manière honnête ou pas ? De manière honnête, oui. Par rapport au match, effectivement, que rien n'est facile. Je pense toujours, et je le cite à chaque fois, notre ami Jackie Duguay-Pérou, qui s'énervait à chaque fois au moment des pronostics quand on affrontait sur le papier des équipes plus faibles et certains on leur disait « Ah non, mais là c'est 4-0, c'est sûr ce week-end ». Jackie s'énervait beaucoup en disant comme quoi « Mais il n'y a aucun match facile, vous le verrez ». Souvent, ça lui donnait raison le lundi d'après parce que c'était un match piège, un vieux 0-0, on est passé à côté. Donc souvent, je pense à lui par rapport à ça. Il a entièrement raison. C'est la beauté du foot, les exploits en Coupe de France, notamment club amateur dans notre région, c'est énorme. Mais c'est vrai que c'est le seul sport qui le permet. Ouais.
Pas en Ligue des Champions, le club surprise là qui s'est fait sortir finalement, mais ils ont fait trembler l'Europe à un moment donné. Donc, et là, je disais 130 millions pour trembler contre Rijeka, quelle perf. Mais je pense qu'on est en train de tout mélanger quand on parle d'argent toujours. Et pour moi, je pense qu'on ne peut pas comparer. Mais après, ce n'est que mon avis. On continue d'avancer, messieurs, encore rapidement là-dessus. Donc effectivement, on a parlé de ce Racing bousculé. Juste là-dessus, messieurs, c'est quoi votre théorie ? Pourquoi ce Racing a été bousculé ? Et, question subsidiaire, par rapport au pénalty, un petit mot ou pas ? Au but refusé, pardon, pas pénalty, au but refusé pour Racing. Je me suis j'ai un peu mélangé les sujets, mais pénalty, pas pénalty, enfin, je vais y arriver. But ou pas but ? Alors moi, je suis au stade, Ouais. donc c'est un peu plus compliqué à juger. J'ai pas revu ce matin ou aujourd'hui les images, donc a priori, sur les échos que j'ai eus, un peu la ligne était tracée de façon pas très académique, mais je peux pas le certifier. Après, si Holzberg, c'est vrai que de la tribune, au départ, tu te dis Holzberg ferait vraiment action de jeu, et au moment où c'est frappé, tu as l'impression qu'il est hors jeu, donc ça semble a priori justifié. Tu l'as vu à la télé ? Pareil, oui, je l'ai revu au ralenti sur le coup. En fait, Auxerre fait effectivement action de jeu, ce qui derrière perturbe forcément la lecture pour le défenseur ou autre. Donc par rapport à ça, pour moi, il y a hors-jeu et pas débat pour ça, ouais. Très bien, messieurs. On est dans le Club 1906 LCR. On fait une dernière petite pause et on se retrouve pour parler de l'avenir du Racing Club de Strasbourg et de ce week-end déjà avec le déplacement du côté de Nantes. À tout de suite. Pour la dernière partie de cette émission, on va parler de la suite de la saison pour le Racing Club de Strasbourg. Il y a déjà un match ce week-end sur lequel on va revenir dans quelques instants. Mais avant ça, on reste sur la Conference League. Messieurs, jusqu'où alors, parce que je vais vous poser à chaque fois forcément la question après chaque rencontre de Coupe d'Europe, mais jusqu'où le Racing peut aller dans cette compétition, vu ce qu'elle a montré hier, Seb ? Moi, je reste sur l'idée que j'avais la dernière fois. Elle peut aller au bout, et pour moi, elle doit aller au bout. Maintenant, le match d'hier est passé, la qualification a été obtenue. Alors certes, de façon pas flamboyante, mais l'important dans ce genre de rencontre, c'est de passer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré une force mentale aussi à être capable de revenir au score, à être capable de garder ce score-là. Donc ça, c'est quand même une note positive. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et sur les matchs qui restent, ils ne seront pas forcément toujours bons ou toujours beaux à voir. Mais à l'arrivée, sur les matchs importants, il faudra qu'ils les gagnent. Et c'est ce qu'ils ont fait hier soir. Donc pour moi, l'essentiel est fait. Maintenant, Mayence, ça va être une autre étape. Mais pour moi, encore une fois, ils ont l'effectif pour passer Mayence et pour aller au bout. Et c'est pas parce que c'était dur face à Rijeka que ça sera dur. Enfin, on a bien compris que tous les matchs étaient compliqués, mais je veux dire, c'est pas parce que c'était dur là que ça le sera forcément. Non, les scénarios des matchs, tu peux pas les prédire à l'avance. Mayence, il peut y avoir l'effet de jeu tout de suite d'entrée de match. On peut pas savoir ce qui peut se passer. On regarde Lyon hier soir, voilà, le carton rouge leur change le match. Et c'est une équipe qui est dans le dur aussi actuellement physiquement. Forcément, ils prennent un rouge rapidement et derrière, malheureusement pour eux, la qualification leur échappe. Moi, je pense qu'il faut, pour les gens qui font un petit peu la fine bouche aujourd'hui, se dire qu'aujourd'hui, à part le PSG et Strasbourg, il n'y a plus aucun club français en Coupe d'Europe. Et donc, ça veut dire que c'est pas facile d'y être, et Strasbourg y est. Donc, c'est qu'ils ont assuré l'essentiel. Et qu'aujourd'hui, ils se donnent l'opportunité de pouvoir aller en quart de finale de la Conference League. Maxime ? Toujours pareil, maintenant qu'on y a goûté, on a envie d'aller au bout. Mais je le cache pas, hier, quand j'ai regardé le match, j'avais dit que on sait jamais, on peut être éliminé en fait dès le départ. Ça m'a un petit peu effleuré l'esprit quand j'ai vu un peu la tournure des choses. Mais maintenant qu'on y est, chaque match est différent. On peut pas dire parce que le match retour a été un peu moins bien négocié contre Rijeka qu'on n'a pas les capacités d'aller au bout. Au contraire, ce qui va être déterminant pour moi, c'est vraiment le match aller en fait à Mayence, parce que ça reste une grosse ambiance aussi là-bas. Ça va être une atmosphère hostile. Si on arrive à bien
bien négocier ce match aller et après aborder le match à la Méno en fait beaucoup plus positivement. On est capable de le faire pour moi. Quart de finale, si on a la chance d'aller en demi-finale, enfin voilà, ce sont des grands moments que peu de jeunes ont vécu encore avec le Racing. Donc pour moi, il faut savourer. C'est vrai qu'on devient assez exigeant, mais par moments, il faut quand même prendre un peu de recul et savourer. Ouais. Cette équipe de Mayence, hier, qui s'est imposée donc 2-0, on revient rapidement dessus, qui menait 1-0 à la 46e, donc qui marque dès le retour des vestiaires, et après qui est aidé par l'expulsion de Barat côté Olomouc, et qui met le deuxième 6 minutes plus tard. Donc ça n'a pas été simple, c'est ce qu'on disait. En championnat, ça va un petit peu mieux parce qu'aujourd'hui, ils sont repassés 13e. Ils ont 27 points. Le barragiste en a 24. Le 17e en a 21. On sent que c'est une équipe qui va peut-être aussi lutter pour le maintien jusqu'au bout. Et peut-être que dans la période où elle va rencontrer le Racing Club de Strasbourg, ce sera peut-être pas dans la même situation. Donc ça va aussi impacter, j'imagine, lorsqu'une équipe joue le maintien. Forcément, parce que tu dis qu'ils n'ont que 3 points d'avance. Ça veut dire que ce week-end, ils peuvent se retrouver barragistes. Ou la semaine avant de jouer Strasbourg, ils peuvent se retrouver barragistes, parce qu'ils auront 2 matchs à jouer. Donc je pense que pour eux, c'est vital de rester en Bundesliga. Donc peut-être que dans la gestion de ces 2 rencontres-là, ils auront des choix à faire. Mais moi, je n'insisterai même pas sur cet adversaire-là. L'important pour Strasbourg aujourd'hui, c'est de récupérer son effectif au complet. Et si tu as ton effectif au complet, tu pourras espérer, je pense, vivre une belle fin de saison. Si tu es limité comme hier soir, forcément, tu vas devoir revoir tes priorités. Mais il n'y a pas de raison qu'a priori, tu ne récupères pas tous les joueurs qui sont absents aujourd'hui. Et si tu récupères déjà ces 4 joueurs-là, ça va te donner une autre ossature d'équipe et surtout des cartouches pour pouvoir faire changer le match en cours de rencontre. À noter qu'on fait un petit point rapidement sur les appelés en équipe nationale. Il y a Godot qui va partir, on a Yacine, on a Samir El Mourabé, on a Doué, on a Augsberg, on a Enciso, on a Barco et on a Panicelli qui vient d'être appelé c'est officiel depuis quelques secondes, quelques minutes. Ça fait quand même beaucoup de départs. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 départs en sélection. 8 potentiels titulaires, allez, 7-6 entre Yacine et Augsberg qui ne sont pas tout le temps titulaires. Seb, est-ce que c'est inquiétant ça ou pas ? Moi je dirais que la mauvaise nouvelle, tu viens de l'annoncer, c'est Panicelli. Ouais. Parce que pour moi c'était une bonne nouvelle pour le Racing qui ne partent pas sur la dernière liste avant la Surtout Coupe du que Monde. ça se joue. Parce qu'ils vont en plus jouer en Argentine. Atlantique, donc, hein. Forcément, en plus du décalage horaire, ils vont prendre entre 8 et 10 heures d'avion. Même s'ils ont des conditions de voyage qui sont bonnes, mais tu engendres quand même de la fatigue. Et c'est un des joueurs qui a le plus joué au Racing avec Penders. Donc je crois qu'il a fait 39 matchs sur 40. Et tu le sens sur les derniers matchs qu'il manque de spontanéité. Alors il a toujours ce flair devant le but, il attire toujours les ballons, mais il lui manque cette spontanéité pour pouvoir finir plus d'occasions que ce qu'il est en train de faire actuellement. Et ça, je pense que c'est uniquement lié à son état physique et à son manque de fraîcheur. Maintenant, forcément, ces joueurs-là, ils ont une Coupe du Monde dans 3 mois à disputer. Donc forcément, c'est important pour eux d'être dans la dernière liste. Mais Garioni, il estimait aussi on en a parlé déjà en début d'émission, il estimait que ce genre de départ aussi pouvait aussi, ça les fait couper un peu de la méno, de leur quotidien, donc ça va peut-être aussi les booster de jouer en équipe nationale. Ah oui, je pense c'est sûr, c'est une fierté pour eux, notamment les Argentins ou autres, et c'est 10 fois mérité pour Panicelli. Mais en début d'émission, on disait comme quoi effectivement il n'était pas appelé. Tant mieux, ça lui permettra de souffler. Finalement, il repart quand même, mais sportivement, on sait très bien. Nanasi, je crois, on l'a pas forcément cité. Il est peut-être pas à le rappeler. À contrario, ça peut booster certains joueurs d'être appelés et changer d'air. Mais au-delà de ça, la fierté, c'est souvent quand même un accomplissement pour ces joueurs-là. Ils récoltent aussi le fruit de leur travail. Et voilà, pour Panicelli, c'est tant mieux. Et alors, il va certainement peut-être pas jouer les 90 minutes. Il n'y a qu'un seul match, effectivement. Il n'y a qu'un seul match pour l'Argentine pour le moment. C'est très bien. Et pareil, quand on voit l'évolution en fait du club, le nombre de sélectionnés, c'est énorme. Si on avait dit ça à l'époque au Racing, mince, on va perdre 8 joueurs à la trêve internationale. Ça nous concernait même pas du tout, quoi. C'est vrai, sous Thierry Lauré, avec qui à la fin, t'avais Matsels. Ah oui, Matsels, ouais. T'avais Djikou. Il y a eu Mitrovic à un moment donné. Ouais, Mitro. Il y a eu Persich à un moment donné. Après, t'avais les Bellegarde, Sissoko, avec les Espoirs. Ouais.
Voilà, mais Ouais. tu avais... Ouais, voilà, mais c'était pas. Ouais, ok. Là, Le Graal, ça serait une ouais. fois quand même la sélection A pour un joueur du Racing. De l'équipe de France. De l'équipe de France, C'est beau oui, d'avoir bien sûr, l'équipe pardon. de De l'équipe de France. France, ça serait énorme. Je me doutais que tu parlais de ça, mais ouais, On j'y ai parlait pensé. de Lala à Jorge, que c'était un petit peu à faire, ouais, mais ouais. je Ouais, trouve que ça c'est serait vrai, vraiment hein. un accomplissement pour le club. Et Avec- une fierté pour les supporters. Kenny Lala, vous avez discuté déjà à l'époque des Il sélections était ou pas? souvent dans la liste des présélectionnés. Mais toi, est-ce que tu as eu des discussions avec lui par rapport à ça à l'époque? Est-ce que ça l'a affecté de ne pas être en équipe de France finalement? Affecté, non, mais forcément, et il avait quand même l'espoir à un moment donné d'être appelé, parce qu'il était, je pense, dans une saison assez exceptionnelle pour lui. Voilà, mais il se passe aujourd'hui la même chose que pour Mathieu Hudol que ce qui se passe avec Kenny Lala. Aujourd'hui, tout le monde pensait que Mathieu Hudol serait dans la dernière liste avant la Coupe du Monde. Et finalement, les choix de Didier Deschamps ont résumé hier aussi en disant que Digne, il fait une saison à Aston Villa et que Hernandez, il fait sa saison aussi et que c'est des joueurs qui ont l'expérience du groupe. Et voilà. Donc on sait qu'il y accorde aussi beaucoup d'importance. Bien sûr. Et puis c'est des joueurs de haut niveau qui ont l'habitude de jouer des Coupes d'Europe. Et voilà. Donc, mais oui, Kenny, forcément, à un moment donné, dans son coin de sa tête, a espéré y être. Et il aurait pu y être parce qu'il était en train d'accomplir une magnifique saison. Il avait fait une saison Même Simakan aussi à un moment. Hein. Simakan, quand il était encore sous. Choix de carrière très étonnant pour mettre Simakan d'aller partir, mais bon. Des choix, ouais. Bon. Après, ils s'y sont bien. Donc et pour les jeunes, El Mourabet, Jésim Yassine, c'est incroyable, je trouve, pour la progression et la fulgurance, notamment pour Jésim Yassine, en l'espace de quelques mois. Tous les événements qui s'enchaînent, il faut aussi le digérer, en fait, derrière. Je pense que Yassine, en plus, il bénéficie du changement de sélectionneur, puisque c'est le sélectionneur des U20 qui a repris la sélection. Ça, exactement. Et vu qu'il a mis le feu avec les U20. Voilà. Mais c'est bien pour lui. Bien sûr. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce que disait Gary O'Neill. Je pense que ces joueurs-là, ça peut aussi les booster pour la dernière ligne droite pour la Coupe du Monde. Quand on voit les Argentins, s'ils font 2 matchs amicaux intéressants, et que derrière ils vont faire la Coupe du Monde, ça va forcément les booster pour la fin de saison avec le Racing aussi. Donc, parce qu'ils vont devoir être performants pour y être au mois de juin. Donc, bien sûr. Tout le monde, c'est du gagnant-gagnant. Et en même temps, ils vont changer, ils vont récupérer quelques jours quand même. Oui. Les sélections, ils vont un petit peu moins s'entraîner, mais ils vont surtout couper, ils vont se découvrir un autre environnement, ils vont revenir dans leur racine aussi, ce qui peut mentalement leur faire beaucoup de bien. En tout cas, Gary O'Neill a prévenu, ceux qui ne partent pas auront plusieurs jours de coupure pour se ressourcer. Donc ça, c'est déjà fait. Avant de parler des éventuels retours après la trêve internationale, on va parler d'abord du match de ce week-end. Le Racing se déplace du côté de Nantes. Match un peu particulier puisque Nantes n'a pas joué le week-end dernier, puisque Paris a eu le droit de reporter son match. D'ailleurs, Paris est le seul club français à avoir eu droit à un report de rencontre. Alors bon, c'est la Ligue des Champions et tout ça. On peut peut-être un peu... Enfin, je sais pas. Bon, bref, chacun se fera une idée là-dessus. Mais Nantes, ce week-end, pire moment d'aller affronter cette équipe nantaise qui a changé de coach, on rappelle. C'est coach Vaïd Halilhodžić, pour ceux qui ne connaissent pas, qui a repris la tête du FC Nantes. Ouais, déjà, cette parenthèse coach Vaïd, c'est énorme. En fait, je trouve que c'est passionné avec l'âge. Ils n'arrivent pas forcément à lâcher. Et même son retour de conférence, il fait nouveau un petit peu le show. C'est énorme des personnes. Tu l'as vu sur le terrain d'entraînement parler avec les gens autour du terrain? Oui. J'ai vu l'image. Non, c'est plaisant. Et je pense effectivement cette fin de saison, il apportera quelque chose de nouveau au groupe nantais. Pire moment, je sais pas. C'est sûr qu'il y a un ascenseur émotionnel. Il y a certainement un peu moins de motivation, mais je pense que là, il va faire un petit peu plus tourner le coach, donc ça permet de garder sous influence et sous pression tout ce groupe-là. Et encore une fois, des mecs comme Nanasi, peut-être Maxime Oyedele, qui va peut-être faire sa première titularisation, c'est peut-être pas plus mal, mais c'est pas le déplacement le plus facile, pas au meilleur moment, mais il faut les jouer. Es-tu inquiet? Oui. Oui, parce que... Comme tu disais, Nantes a eu un match reporté, donc Vaïd est arrivé et il a pratiquement eu 10 jours pour préparer une équipe pour Strasbourg. Et pour moi, Nantes, sur les 3 prochains matchs, va jouer sa saison, parce qu'il joue Strasbourg et au retour de trêve, il joue Metz et Auxerre. Donc je pense qu'ils se sont mis en mode commando pour les 3 matchs qui arrivent, et je pense que ça va être un match très compliqué.
Nantes, 17 points contre 2 points de retard sur l'AJ Auxerre, hein, avec un match en moins d'ailleurs pour le FC Nantes, à souligner, hein, c'est très très important. Donc on l'a dit, c'était face à cette équipe de Paris le week-end dernier, donc ils jouent effectivement Strasbourg, Metz, Auxerre, ensuite c'est Brest. Ouais, et là, il y a Mais qu'est-ce que va devoir faire le Racing pour éviter le piège nantais? Parce que forcément, autant les Nantais ont travaillé ce match, autant Garioni il a son idée. Il l'a dit, il va faire titulariser Nanassi par exemple. Enfin là, il va avec une idée en tête. Hein. Oui, mais encore une fois, est-ce que Strasbourg aura récupéré un peu de fraîcheur d'ici dimanche? On l'a vu à Auxerre, ça n'a pas été un match facile. Nantes, ça va être le même genre de match. Je ne vois pas Nantes s'ouvrir contre Strasbourg, dans un premier temps du moins. Donc voilà, on sait que quand tu as des équipes qui sont bien organisées et avec des lignes compactes, c'est toujours difficile de créer des décalages et d'arriver à se procurer des occasions, surtout quand toi, tu manques un petit peu de jambes et que tu manques un peu de fraîcheur mentale aussi. Donc, moi, la grande interrogation, elle va être là, c'est est-ce que ces joueurs-là vont être capables d'avoir récupéré dans 72 heures? Ça, c'est le terrain qui nous le dira dimanche. Mais... Bon, déjà, on récupère de manière mécanique, on va récupérer Guéladoué, on devrait récupérer Ben Chilwell. Donc ça fait déjà 2 joueurs. Nanassi sera titulaire, donc il y aura déjà 3 joueurs sur les 10 joueurs de champ qui n'ont pas eu 90 minutes dans les pattes hier. Ça va faire du bien. Après, est-ce que finalement il devrait aussi tenter le cas Fofana une fois, sur ce match-là, devant la place de Panicelli qui semble complètement émoussé, ou alors tu laisses Panicelli, tu le fais jouer 1 heure et puis après il sort. Je reste chez toi. Qui veut s'exprimer? Non, moi je pense que Panicelli il est quand même aujourd'hui important dans le dispositif, et que ce soit dans le jeu mais aussi dans ce qu'il dégage, parce qu'on le prend toujours pour le buteur, mais alors effectivement c'est lui souvent qui finit les actions, mais il y a tout ce qui dégage autour quand il n'a pas le ballon, et voilà, c'est un vrai guerrier, et il t'amène quand même cette agressivité-là, même quand il est moins bien physiquement, et ça je pense qu'aujourd'hui tu peux difficilement t'en passer. Maintenant, voilà, après Garioni les a au quotidien, c'est lui qui sait le mieux dans quel état physique ils sont et quel joueur il devra faire jouer. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attends à un match compliqué à Nantes, pour ce qu'on disait tout à l'heure, avec le contexte qu'il va y avoir autour du club. Autant il y a 15 jours ou 3 semaines, je t'aurais dit c'est le bon moment d'aller à Nantes, parce que tu sentais quand tu les voyais jouer qu'il y avait une certaine fébrilité, que de jouer à domicile c'était compliqué. Autant là, le retour d'un enfant à eux, on peut dire, hein, parce qu'Alilodzik a une carrière là-bas, et on le voit avec les supporters, ce qu'il est en train de créer. Et là, il leur a demandé justement de les soutenir dès le début du match, et que si à un moment donné ça se passait mal, ils auraient le droit de les siffler. Ouais. Mais... Il a dit, hein, ils ne méritent pas votre soutien, mais il faut les soutenir. Voilà. C'est incroyable de dire ça. Mais on ne voit plus ça dans le football. C'est vrai. En même temps, le fait qu'il a cette particularité d'avoir été joueur là-bas, d'avoir été entraîneur, il a une crédibilité, il peut se permettre de... Parce qu'il sait que le début du match va être important, et donc il sait que les joueurs ont besoin de soutien. Ils ne sont pas forcément dans un bon moment, mais quand tu regardes leur effectif, quand même, il y a quand même des bons joueurs. Bien sûr, on est bien placé pour le savoir. Il y a 2 anciens Strasbourgeois notamment avec Ibou et Fred. Ils ont Lopez qui reste quand même un bon gardien de Ligue 1. Ils ont des milieux de terrain comme Le Penant, comme Coquelin. Ils ont les jeunes Leroux et Tadibou aussi. Et sur les côtés, tu peux avoir Santonze et Machado qui restent quand même des bons joueurs de Ligue 1 aussi. Ils ont Ablin devant, que le Racing voulait à un moment donné. Tout à fait. Voilà, donc c'est des joueurs qui n'ont pas perdu toute leur qualité. Ils vivent une saison difficile, mais à un moment donné, c'est des joueurs qui peuvent se réveiller. Mais à contrario, si le Racing avait la bonne idée d'enflammer le premier quart d'heure et leur mettre un peu la tête sous l'eau, et peut-être d'ouvrir la marque, ça pourrait aussi leur faire très mal, à contrario. Oui, ça pourrait se retourner contre eux, c'est un peu comme nous. Les remettre dans le doute un peu. Oui, c'est un peu le même principe qu'à la Méno, mais ça pourrait effectivement les mettre dans le doute. Après, pour les discussions Panicelli, je pense que voilà, quand on a des joueurs aussi importants, il y a un échange avec le staff. Si derrière il dit qu'il est un petit peu émoussé, ou le coach demande, peut-être qu'à ce moment-là, il se fera tourner. Souvent, les joueurs veulent jouer tous les matchs, donc s'il dit non, il est opérationnel à 100%, je pense que c'est plutôt lui qui va décider, à mon avis, sur ce match-là, par rapport à son état physique. Mais Fofana serait intéressant à nouveau sur un match, voir ce qu'il est capable. C'est pas du Panicelli, mais je pense qu'on pourrait le tester. Ouais. Après, sur une mi-temps, le Racing est capable de faire la différence en première période, et on a la qualité pour. Oui, tu as la qualité forcément pour faire la différence, ça c'est sûr. Après, comme tu disais, l'idéal, ça serait de
de pouvoir entamer ce match fort, de façon à faire douter cette équipe-là qui n'est pas forcément dans une confiance optimale. Oui, parce qu'en fait, autant ça va un peu mieux, mais autant ça peut, peut tout remettre en question. C'est ça, dans ce genre d'équipe-là, quand tu es dans ces situations-là, dès que tu prends un but, tu as l'impression que la terre s'écroule et que le scénario recommence et que tu n'arrives jamais à t'en sortir. Maintenant, on l'a vu à Auxerre, tant que tu ne marques pas, tu restes pas à l'abri que l'adversaire puisse t'en marquer un, ouais, tout à fait. mais tu ne maîtrises pas le match. Donc, ça va être un match compliqué. On va passer au pronostic, mais avant ça, avec Elliot et Ingé, on va mettre le classement des pronostiqueurs, qu'on fera évoluer la saison prochaine. Il n'a pas bougé. Personne n'a eu de points ce jeudi, puisqu'on avait tous mis le Racing Club de Strasbourg vainqueur face à Rijeka. Tu avais pronostiqué quoi avant le match? J'étais pas là. T'es pas là? Non, mais non, moi je voyais Strasbourg gagner. Tu voyais Strasbourg gagner, Ouais. il avait pronostiqué un partout. Ouais, Il est franc. Non, effectivement. Mais, ok, messieurs, on fait le tour de table pour les pronostics de ce dimanche. Maxime Brenner, s'il te plaît. Un match nul, je vois un petit 2-2. Ah ouais, un petit 2-2. Oui, c'est vrai. C'est un pourrait être un grand 2-2, Bertrand. mais non, c'est un petit 2-2. Tu penses que le Racing, alors qu'ils vont retrouver des défenseurs, va avoir du mal derrière? Ouais, je pense parce qu'effectivement, la Beaujoire, il y a quand même aussi une certaine ambiance. Et on l'a dit juste avant, l'effet du nouveau coach. Je pense que le match va un petit peu être enflammé. On va faire le 2 ronds par moment. Je vois ce 2-2. Peut-être je changerai encore d'avis. Mais là, Supporters, supportrices, donnez-nous vos pronostics en commentaire sur le live. Elliot, pronostic. 2-1 pour le Racing Club de Strasbourg, pour Elliot et Ingé. Je vous rappelle qu'il est dernier avec 11 petits points. Donc si vous voulez parier chez ne suivez pas Elliot. Mais bon, il va falloir qu'il se réveille aussi, un peu comme le Racing. Sébastien. Alors moi, je ne suis pas un bon pronostiqueur, vous l'avez vu la dernière fois. Je vais dire victoire de Nantes 1-0, en espérant me tromper. Non, mais là, t'aimes pas le Racing. Si, malheureusement. Faut l'expliquer. Justement, j'espère que le pronostic viendra contredire. Dimitri s'est fait tailler un short sur le pronostic face au Paris FC parce qu'il n'a pas mis le Racing vainqueur. J'ai vu des commentaires nauséabonds. Nauséabonds. À souhait. J'en ai vu un qui disait c'est fini la superstar, t'es plus là sur le terrain, le Racing va gagner. Un autre qui a dit paysan de Belfort, il nous voit jamais. Des trucs hallucinants. Et là, je crois qu'il avait mis le Racing gagnant hier. Il y en a qui a marqué oh punaise, Dimitri voit le Racing. Les gens, ils sont durs. Je me permets. Sur les Donc c'est pour ça que je mets 1-0 Nantes en espérant me tromper. Bien sûr. Comme d'habitude, au moins ça voudra dire que le Racing gagne. Mais tu sais que même Jackie se faisait défoncer quand il mettait pas le Racing gagnant. C'est fou. Mais c'est parce que c'est des passionnés, c'est des amoureux du club et ils ne voient que. Et c'est beau aussi finalement. Je sais pas quelle est la raison. Soyez un peu plus sympa avec les mecs de l'équipe lorsqu'ils ne mettent pas le Racing Club de Strasbourg gagnant. Ils sont pas très bons au pronostic, mais c'est pas grave quand même. On regarde pas les réseaux. Non, effectivement. Alors Noah nous dit un but partout, Pascal nous dit 3-1. Alors quand vous dites 3-1, je sais jamais si c'est pour Strasbourg ou pour Nantes, mais 2-0 pour Francky pour le Racing Club de Strasbourg. Michael nous dit 1-0 pour Strasbourg. Régis 1 partout. Cyril Mahler, qui nous dit 1-0 pour Nantes. Et moi, je vais pronostiquer, je verrais bien le 1 partout aussi. Mais je pense que le Racing peut s'imposer vraiment. Je pense qu'on peut aller chercher le 2-0 quand même. Ah ouais. Je vais mettre 2-0. Je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'il y a cette première demi-heure, là, on peut leur faire mal. Et après, faut... Défensivement, j'ai un peu moins peur depuis quelques matchs, paradoxalement, parce que ce Racing Club de Strasbourg, on casse quand même très peu de buts, finalement. Ouais, tu encaisses pas beaucoup de buts, effectivement, mais... J'en mets pas beaucoup non plus. Voilà. D'accord, bien sûr. Mais ça va revenir, ça, c'est justement ça, c'est pour le retrouver, juste avant la trêve. Non, mais ça serait parfait de gagner là face à Nantes. Ce week-end, il y a de la confrontation directe, non ? Je vais regarder. Il doit y avoir Lyon. C'est dans les conditions Lyon-Monaco du direct. Je m'excuse. Calendrier. Donc ce week-end, on a un Lens-Angers, Toulouse-Lorient, Auxerre-Brest, Nice-PSG, Lyon-Monaco. Lyon-Monaco, Rennes-Metz. Bon, ça c'est pas un duel, mais Paris FC-Le Havre, Marseille-Lille. Donc il y a peut-être des points qui peuvent quand même un peu traîner par-ci par-là, parce qu'on rappelle, on n'a pas le classement visuel, je crois pas, mais Lyon est devant à 47 points, bon, il est loin de Strasbourg, il y a 10 points d'écart, mais Lille c'est 44 points et Monaco 43, donc potentiellement l'écart peut quand même se réduire en cas de succès de Strasbourg. Donc ça serait moyen de partir en vacances, petites vacances. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Maxime, tu veux rajouter quelque chose ?
Non, parfait. De la semaine prochaine, programme du week-end, non Programme du week-end, des visites demain, peut-être même des visites dimanche. Il y a pas mal d'engouement actuellement sur les biens immobiliers. Ok. Malgré que les conditions bancaires sont plus difficiles, mais il y a vraiment des gens qui cherchent depuis des mois et des mois, beaucoup qui désespèrent aussi. Mais en tout cas, il y a de la demande. On n'a pas à se plaindre. Bienvenue dans le Point Éco. Dans le point économique. Sponsorisé par Et au niveau Maxime Renner politique. et l'agence immobilière Le Palatin, ça fait deux. C'est vrai. Sébastien, Non, je vais regarder tranquillement le match du Racing dimanche, Ok. en espérant une victoire à Nantes. ok. Voilà. Et après Et après, pour l'instant, on verra Ok. comment ça se passe. Très Je bien. pensais qu'il allait dire non, je vais pas acheter de maison. Non, mais je sais pas, peut-être que la semaine prochaine, il y a un truc de prévu. Moi, j'en sais rien, je suis curieux. Ouais. Donc, Et toi? Racing demain, conférence de presse. Racing dimanche, match. Non, j'y vais pas. Ah oui, ce que j'ai. Je ne fais pas le déplacement à Nantes. Par contre, on va quand si tout le monde a fermé les portes à clé et tout. Si tout le monde a fermé les portes à clé et tout. C'est les conditions du direct, vous le savez, à 19h36. On a toujours cette micro-coupure, on n'a toujours pas trouvé niveau technique. On s'en excuse, on est vraiment désolé. On va travailler dessus, Boris.